La vie en vrai est notre rendez-vous habituel avec les architectes, parce qu'il faut construire, même si c'est difficile effectivement en ce moment, bien sûr, parce que d'ailleurs on me le dit dans le bâtiment, il y a beaucoup d'incertitudes, avec tellement aussi en plus de chantiers qui sont à l'arrêt. Nous sommes avec Clara Simet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes architecte, fondatrice de la coopérative d'architecture Grand 8, c'est à Paris. Vous travaillez beaucoup sur cette idée des ressources qu'il faut utiliser pour pouvoir construire, et construire peut-être aujourd'hui en fait différemment de ce que l'on a fait pendant des années, hein, c'est ça. Expliquez-nous. Alors absolument, c'est une question qui est au centre de nos pratiques et qui devrait être au centre de la pratique de tous ceux qui s'intéressent à l'architecture et de tous ceux qui habitent l'architecture aussi. Et à cette question-là, il faut absolument ajouter la question sociale. Et en fait, la pratique qu'on porte, les idées qu'on porte et ce qu'on pratique au quotidien, c'est vraiment de porter ces deux questions en même temps, la question sociale et la question écologique. Alors, c'est-à-dire la question sociale. Comment elle se retrouve, comment elle peut se retrouver justement dans les projets architecturaux, quoi, hein. À énormément de niveaux, parce que déjà, en fait, le simple fait d'extraire des ressources comme ça de par le monde, dans des conditions qui sont parfois très dures pour les sites de ressources, dans des masses colossales, puisque par exemple, le sable, ça représente 75% des matières extraites totales dans le monde. Le sable qui sert à faire le béton. Donc, c'est la matière première qu'on mobilise. Et donc, dans des quantités telles, pour nous loger tous, on sera à 70% d'urbain en 2050. Donc, c'est quand même tout à l'heure, avec beaucoup de matières mobilisées, beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est déjà aussi sur les chantiers même. Les conditions de travail sont souvent très difficiles. Le cadre est parfois la pression et avec des chantiers qui doivent être de plus en plus rapides, dans des conditions de mise en œuvre de matériaux qui finalement brutalisent aussi les corps. Donc la question sociale, elle est là. Mais elle est aussi beaucoup pour tous ceux qui habitent, tout simplement. Et puis vous avez bien entendu qu'il y a une injonction aujourd'hui et qu'on espère beaucoup de la transition énergétique dans le bâtiment pour amener des emplois déjà aussi, pour permettre redonner du pouvoir d'achat à tous. Oui, alors comment ça peut se concrétiser en fait tout ça justement, de prendre en compte ce que vous avez évoqué en fait à l'instant, quand on est architecte, quand on conçoit un projet? Alors très concrètement, c'est d'accompagner les habitants justement dans l'adaptation de leur mode de vie, alors de leur cadre de vie à ce changement climatique. Donc ça va passer par une bonne isolation, mais ça va passer aussi par une émancipation aussi, le fait de pouvoir reprendre, de redevenir acteur de son habitat. C'est-à-dire que pour ne plus subir, par exemple, une canicule, il faut savoir comment il fonctionne. Il faut simplement retrouver, par exemple, de bons gestes. On va pas tous pouvoir faire appel à la climatisation. Mais ça va être aussi, pour rénover son habitat, faire appel aux matériaux qui sont sur son territoire, avec un réseau d'acteurs qui est sur son territoire. Par exemple, on sait que la paille peut être un très bon matériau pour isoler. On peut la trouver sur son territoire. C'est vrai, alors c'est particulièrement intéressant. Mais est-ce que la paille peut aller dans des grands projets, en fait d'immeubles, ou est-ce que c'est limité plutôt à des projets de rénovation de petits immeubles et puis de maisons? Non, il y a déjà des bailleurs qui ont, par exemple, le Toit Vosgien, qui a construit des immeubles de 6 étages en paille et qui fonctionnent très très bien. Et c'est des habitants qui là payent quasiment rien en chauffage. Et là, dans ces conditions, la paille, on l'utilise où alors? Plutôt sur le toit, pas dans la conception, dans les murs? Alors on peut le faire sur le toit aussi, mais c'est les parois qui isolent. Et en fait, ça, on peut le faire en faisant appel aux agriculteurs de son territoire, dans des circuits courts aussi, en faisant appel aussi en formant des artisans pour accompagner les habitants à ces pratiques-là. On peut aussi promouvoir pour augmenter, pour donner accès à ces rénovations, parce que ça coûte cher malgré les aides.
on peut aussi promouvoir les principes de l'habitat participatif, d'entraide entre des citoyens qui vont s'entraider pour rénover leur maison. C'est ce qu'on faisait autrefois dans les campagnes. Absolument. Ouais, bien sûr, quoi. Qu'on a un petit peu oublié dans les villes, justement, où il n'y a plus de... Il y a un individualisme, en fait. C'est encore une pratique, dans les milieux ruraux. Ouais. Effectivement, les chantiers participatifs, c'est très marginal, mais ça existe. Mais ce serait un bon moyen de reprendre pied dans son habitat et dans la façon dont il va pouvoir s'adapter au changement climatique et à la pénurie des ressources. Bon, je n'ai pas encore vu de bottes de paille venant en ville sur les chantiers. Vous pensez que ça viendra un jour? Trompez-vous. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça que nous avons construit, par exemple, un centre d'hébergement et une ferme urbaine dans le 19e arrondissement. Totalement isolé en bottes de paille qu'on a commandé chez un agriculteur qui était du côté de Rambouillet, dans le sud de Paris. Donc on réussit aussi à remettre en place alors des circuits un petit courts comme ça, quoi. Tout à fait. Du coup, ça fait aussi des liens de solidarité des métropoles qui font que consommer énormément de matière avec leur région, avec ce qu'on peut appeler une biorégion finalement. Donc les auditeurs qui nous écoutent se disent, bon, mais est-ce que ça coûte plus cher, moins cher ou pas ? Eh bien, en fait, ce qui se passe avec ces techniques-là, nous, on travaille aussi beaucoup à la récupération des matériaux. Parce que le bâtiment jette énormément, 240 millions de tonnes qui sont mis à la benne chaque année en France. Et avec des matériaux qui sont pas obsolescents et ça aussi c'est une pratique qui est populaire. On a toujours récupéré des matériaux, mais on l'a fait beaucoup moins aujourd'hui. Et bien ça, sur la question du coût, la matière elle coûte très peu puisque elle a un statut de déchet. Mais en revanche, ce qui coûte, c'est de la remettre en œuvre, de la transformer. Et bien là aussi, c'est une pratique qui nécessite plus de main d'œuvre locale. Donc c'est l'occasion aussi de créer des emplois très localement pour remettre en œuvre ces matériaux-là. Oui, merci beaucoup Clara Simet, donc architecte et fondatrice de la coopérative d'architecture Grand 8 sur l'utilisation de nouvelles ressources, de nouvelles manières aussi de faire, d'envisager aussi l'avenir à travers ces constructions dans le bâtiment et pour la rénovation notamment en particulier, même s'il y a aussi des chantiers neufs qui peuvent faire appel à tous ces matériaux. Il est 6h43, bon réveil.